Hi, everyone. I'm Fernando Gonçalves, and on behalf of the dinner organization, my colleagues Lucia Caminada and Gabriel Bezzari, and the Partners University of Padua, Italy, Universidade Nacional do Nordeste, Argentina, and State University of Rio de Janeiro, Brazil, I'd like to welcome everyone to the second edition of the colloquial Narratives and Politics of the Body. This year we have important bets such as the restructuring and the diversification of the thematic axis and synchronous presentations. This year we have the great pleasure of having a total of 120 participants from different parts of the world, what makes this colloquium quite challenging, as you can imagine. In this edition, we are honored to have with us Professor David Le Breton from the Marc Bloch University of Strasbourg, with the conference Women's Blood and Performance, and also Professor Sueli Ronick from the Pontifical Catholic University of São Paulo, Brazil, who closed the event on Thursday with the conference Between Spiders, Guarani Words and Song Europeans. Other notes for Rebels Unconscious. We wish everyone an excellent colloquium, and I leave you now with Professor Le Breton. Merci infiniment pour cette belle invitation. Merci à toutes et à tous de m'écouter en dépit de mon absence physique. Mon exposé portera donc sur l'écoulement du sang, lors de performances menées par un certain nombre de femmes, particulièrement Gina Pan et Marina Abramovic. J'ai beaucoup travaillé sur ce sujet, notamment en me centrant sur les jeunes générations, sur les attaques au corps de nos jeunes. Cela a donné lieu à mon livre « La peau et la trace » qui a été d'ailleurs traduit en espagnol et en italien également. Je parlerai tout d'abord du rapport différent du sang, du rapport culturel différent du sang des hommes et du sang des femmes. Les hommes ne saignent que par une action infligée de l'extérieur. L'écoulement du sang implique l'affrontement, la vaillance, le fait d'avoir su regarder la mort en face. La blessure est donc un signe de virilité, un trophée, car elle marque une souveraineté sur leur existence, à la différence du sang menstruel, par exemple, qui coule, en toute évidence, sans intervention de la femme. Simone de Beauvoir, dans Le Deuxième Sexe, écrit à ce propos, je la cite, « Il y a humiliation si le liquide s'échappe passivement, car le corps n'est plus alors un organisme, muscle, sphincter, nerf, commandé par le cerveau et exprimant le sujet conscient, mais un vase, un réceptacle, fait de matière inerte et joué de caprices mécaniques. » Fin de la citation de Simone de Beauvoir. Si le sang versé des hommes est toujours valorisé, celui des femmes est de longue date méprisé et associé à l'impureté. De nombreuses sociétés humaines font en effet des règles un motif d'impureté et exercent en conséquence un contrôle social vétilleux à leur égard. La femme est alors souvent mise à l'écart du groupe, interdite d'une série d'activités, dont la sexualité, la cuisine, par exemple. Le Lévitique pose que toute sécrétion, toute humeur s'échappant du corps masculin ou féminin est une souillure. Il pointe plusieurs types de souillures féminines, notamment l'accouchement, les menstrues, l'écoulement sanguin hors des règles, les relations sexuelles, etc., et exige d'en protéger la communauté par la mise à l'écart. Les sécrétions masculines sont également objets de précaution sociale, mais quand même nettement plus rares que chez les femmes, et elles ne portent pas sur le sang. Les interdits relatifs à la menstruation ou au sang des femmes représentent une ligne de force de la domination masculine. Ils mettent les hommes en position d'autorité et les femmes en position de passivité et de contrainte, car elles sont perçues comme porteuses d'une puissance à contenir. Le sang menstruel est un péril venu de l'intérieur même du groupe. Il menace, je cite Julia Kristeva, qui dit « Il menace le rapport entre les sexes dans un ensemble social et par intériorisation, l'identité de chaque sexe face à la différence sexuelle. » Fin de la citation de Julia Kristeva.
Et nombre de sociétés humaines en contrôlent en effet les flux avec rigueur en le marquant de tabous stricts. Déjà dans l'Antiquité, dans son histoire naturelle, Pline se demande, je le cite, s'il existe quelque chose de plus malfaisant que le sang menstruel. Fin de la citation. Et il décrit une succession de turbulences provoquées dans l'environnement par le passage d'une femme ayant ses règles. Des théologiens rapprochent le sang menstruel du péché originel. Les menstruations seraient alors une punition de Dieu à l'encontre d'Ève, touchant désormais toutes les femmes. Dans les traditions populaires françaises, le sang des règles est plutôt maléfique, comme le rappelle le sinistre Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières. Je cite les deux inquisiteurs qui écrivent, je cite, « Difficilement trouverait-on rien qui soit aussi malfaisant que le sang menstruel. Une femme qui a ses règles fait aigrir le vin doux par son approche. En les touchant, elle frappe de stérilité les céréales, de mort les greffes, brûle les plantes des jardins, les fruits de l'arbre contre lequel elle s'est assise tombent, son regard ternit le poli des miroirs, attaque l'acier et l'éclat de l'ivoire, les abeilles meurent dans leurs ruches, la rouille s'empare aussitôt de l'airain et du fer, et une odeur fétide s'en exhale, les chiens qui goûtent de ce sang deviennent enragés, et leur morsure inocule un poison que rien ne peut guérir. » Voilà. Énumération absolument sidérante, donc, mais qui témoigne d'un mépris profond des femmes et d'une terreur devant l'écoulement du sang menstruel. À cause de son sang, finalement, il y aurait une sorcière dans chaque femme. Le sang revêt les deux dimensions du sacré. Ce mélange ambigu du maléfique et du bénéfique, lié à la puissance portée par l'objet ou la situation. Pour le meilleur et pour le pire, l'alliance est souvent prégnante entre le sang menstruel et les énergies cosmologiques. D'un lieu et d'une situation à l'autre, par exemple, s'exerce un effet propice sur la maturation des récoltes ou à l'inverse, une turbulence néfaste à toute entreprise que la femme aurait perturbée par sa présence. C'est ce qu'observe par exemple l'historien Roux, qui a écrit un livre qui s'appelle Le sang, un livre d'histoire, donc du rapport au sang dans les sociétés humaines et notamment au fil de l'histoire. Ce dernier soupçon de la turbulence néfaste des femmes à travers leurs règles, ce dernier soupçon s'efface lentement, mais il est encore actif, par exemple, dans les années 70 du siècle dernier, dans l'étude ethnologique menée par Yvonne Verdier à Minot, un petit village de Bourgogne. L'auteur décrit la physiologie symbolique en jeu lors des règles. Pendant ces quelques jours, la femme ne descend jamais dans la cave où sont entreposées les réserves familiales. Viande salée, cornichons, barriques de vin, de gouttes, etc., sous peine de gâter les aliments qu'elle touche. Le sang qui s'épand d'elle, à travers ces règles, possède un pouvoir de corrosion sur les matières animales ou végétales. Il est une sorte de poison dont il faut se garder. Pour les mêmes motifs, le cochon n'est jamais tué à ces moments d'indisposition dans les traditions populaires. L'influence délétère du sang qui s'épand d'elle donc s'élargit aux tâches les plus familières. Je cite à nouveau Yvonne Verdier, « Les gâteaux, les crèmes, c'est pas possible. Une femme n'ira pas non plus faire une mayonnaise ou monter des bleus en neige comme ça. Ça ne prend pas, » déclare une femme. Des liens symboliques étroits se tissent entre la femme et son environnement et influent sur les processus naturels ou sur les actions coutumières, comme si le corps, transformé par l'écoulement du sang, débordait ses frontières pour modifier l'ordonnance des choses. Pendant leurs règles, je cite Yvonne Verdier, pendant leurs règles, elles-mêmes n'étant pas fertiles, les femmes entraveraient tout processus de transformation, rappelant une fécondation. Pensons aux œufs en neige, aux crèmes, aux émulsions, aux sauces, au lard, à tout ce qui doit prendre, entre guillemets.
Leur présence ferait avorter ces lentes gestations que figurent le lard dans le saloir, le vin dans la cuve, le miel dans la ruche, etc., etc. Fin de la citation de Yvonne Verdier. Dans les traditions populaires, le corps est en prise sur le monde, c'est une parcelle non détachée de l'univers, c'est un champ de force en résonance avec ce qui l'approche. Ce sont des choses qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup de sociétés humaines, j'en ai beaucoup parlé dans mon livre Anthropologie du corps et modernité. Et ce savoir, même s'il est aujourd'hui fragmentaire, n'a pas complètement disparu finalement des campagnes européennes. Le sang des femmes possède un pouvoir de déstabilisation par sa seule présence hors de la nuit du corps. Et des artistes femmes en mobilisent justement la puissance ambiguë. Que se passe-t-il quand on fait délibérément couler du sang ? Le sang vient de l'intérieur du corps. On l'a souvent associé à l'âme. Il incarne une forme d'intériorité. C'est une matière précieuse, signe éclatant de l'enchevêtrement de la vie et de la mort. Qu'il franchisse le seuil de la peau traduit une effraction intolérable. Il n'est plus à sa place. Confrontation métaphorique avec la mort, on ne peut le voir sans être atteint par ricochet. Mais s'il jaillit d'une entaille délibérée, alors il participe d'une libération du sacré, à usage personnel. L'individu le regarde lentement s'écouler avec fascination. Il est dans un monde autre. Il est le maître d'œuvre des blessures qu'il s'inflige. Chez les jeunes, notamment, la souffrance est avant l'entaille, elle précède l'entaille, dans le sentiment que l'existence est emportée par une violence face à laquelle il n'y a plus rien à faire. Le sang qui s'épanche alors de la blessure délibérée que le jeune s'est infligée est un remède paradoxal qui prodigue le soulagement. C'est une sorte de saignée qui évacue la pourriture entre guillemets, le mauvais sang entre guillemets, qui empoisonne l'existence du jeune. Signe de vie associé au cœur qui bat quand il est enfermé sous l'enceinte de la peau, il est du côté de la mort, signe jailli du corps. Verser le sang impose le franchissement de la barrière entre les parties internes et externes du corps. C'est un symbole efficace entre les mains de qui s'en joue. Le sang de l'incision est un élément essentiel de la dramaturgie inventée par des artistes, particulièrement des femmes, qui souhaitent marquer les esprits par une transgression délibérée et publique. Il est comme une humeur maligne qui s'éloigne du corps, un mauvais sang entre guillemets, un mauvais sang qui marque la mise à distance de la souffrance, sa couleur vive, est un rappel dans l'ordre du voir, de la réalité qui s'impose avec force. Porter la main sur soi provoque l'effroi et bouleverse les spectateurs qui se mettent un instant à sa place, sans disposer en revanche de la préparation et de l'état d'esprit de l'artiste. Le sang devient un matériau dans la mise en œuvre de son corps que décide l'artiste. Le fait d'en provoquer délibérément l'écoulement est aussi une forme de contrôle politique de soi à l'encontre des injonctions sociales. Bouleversement de son statut, qui n'est plus lié à la passivité et à la maternité, mais détourné vers la création du fait de la maîtrise exercée à son égard. Il se fait motif d'émancipation, de reprise en main de soi, mais en payant le prix d'une altération de l'intégrité physique. Le corps se fait lui-même vecteur de la libération par le détournement de l'un de ses matériaux et la mise en danger symbolique de soi sous une forme sacrificielle. Le sang ne coule pas en pure perte, il est à l'inverse une affirmation de résistance. La blessure que l'artiste s'inflige délibérément est une création, un renouvellement à la manière d'une saignée identitaire qui répare le monde tout en signalant éventuellement la maladie. Elle fait effraction dans le système de défense érigé par nos représentations du corps et particulièrement du corps de la femme.
Elle est une provocation suscitant le malaise. Le sang qui coule d'une femme est d'autant plus perturbant qu'il incarne finalement une sorte de surnudité, une surnudité. Il renchérit sur la mise à nu si la situation est publique, car il dévoile une intériorité, qui doit demeurer scellée, enfermée dans l'obscurité du corps. Si faire couler le sang ou porter la main sur soi sont synonymes de mort dans les performances à l'inverse, ces actes ne suppriment pas la vie. Le sang jaillit d'une blessure délibérée, mais il n'est plus à sa place. Répandu sur la peau, il ouvre une brèche qui menace l'individu et l'ordre moral du monde. Il dissout la frontière entre soi et l'autre. L'intérieur envahit l'extérieur et menace l'ordonnance familière des choses. Certes, le jeu avec les interdits ne signifie nullement s'en affranchir. Mais à l'inverse, jouer sur la frontière avec le licite, en bouleversant en revanche ceux pour qui ces frontières étaient infranchissables, intolérables à franchir en tous les cas. Il alimente une fabrication de sacré intime, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il implique un arrachement à soi et aux routines du quotidien, l'accès à une autre dimension de l'existence. Cet écart ouvre une déchirure pour l'artiste, mais davantage encore pour les spectateurs, du fait de l'accroc à la trame sociale des valeurs. Du fait de son incompatibilité avec la cohérence globale de la trame symbolique, il est toujours en puissance d'en ébranler le centre de gravité. La volonté n'est nullement de s'établir dans la transgression ou d'abolir les limites, mais de les interroger, de jouer avec elles et de sentir ainsi une existence battre en soi comme une preuve irréfutable de présence au monde. La transgression est toujours source de puissance. Elle expose certes au danger, mais en mettant l'individu hors des lois communes, elle procure un pouvoir et une intensité d'être également. Gina Pane est sans doute l'artiste qui a poussé le plus loin l'interrogation sur les limites cutanées de la condition humaine, en se jouant de la douleur et de la blessure dans la mise en œuvre, je la cite, d'une pratique picturale du corps. Une pratique picturale du corps, ce sont les mots de Gina Pane. Fin de la citation. À partir des années 70, et pendant une dizaine d'années, elle se blesse délibérément à travers une série de performances. L'ouverture du corps n'est pas systématique, évidemment, mais apparaît quand même très souvent dans ces performances. Alors, je ne vais pas évidemment les décrire une à une, ce serait à mon avis fastidieux. Je préfère aller d'emblée finalement à l'analyse, puisque je crois d'ailleurs que le travail de Gina Pane est suffisamment connu pour que la plupart d'entre vous ayez en tête donc l'une ou l'autre de ces performances, voire plusieurs d'entre elles. Les actions de Gina Pane se cantonnent à la surface de soi. Elles ne sont jamais des mutilations. Jamais des mutilations. Je la cite. Il faut que ce corps éclate, aille dans tous les sens, qu'il parte conquérir des espaces, des terres nouvelles. Voilà ce qu'elle dit. La blessure est donc à ses yeux une écriture. Elle vient symboliquement cristalliser et apaiser une autre plaie. Je la cite à nouveau. Elle écrit « Par cette ouverture du corps, je ne veux pas donner du sang au public, ni être un gladiateur, ni même un primitif d'une société archaïque. La blessure repère, identifie et inscrit un certain malaise. Elle est au centre de ma pratique, elle en est le cri et le blanc de mon discours. L'affirmation de la nécessité vitale, élémentaire, de la révolte de l'individu, une attitude qui n'est absolument pas autobiographique. » Fin de cette citation de Gina Pane. Finalement, Gina Pane fait de la blessure un geste de communion paradoxale, une communion paradoxale. Elle dit d'ailleurs du sang
qu'il est, je la cite, l'élément le plus collectif du corps humain. C'est ce qu'elle dit, l'élément le plus collectif du corps humain. Loin du masochisme, qu'elle récuse explicitement à juste titre, et malheureusement un certain nombre de critiques ont moralisé, psychologisé sa démarche en disant que c'était une masochiste, d'un air de dire que c'était absolument sans intérêt, insignifiant. Non. L'œuvre de Gina Pan est à mes yeux une œuvre absolument grandiose, et ce n'était absolument pas une femme masochiste. Loin du masochisme donc qu'elle récuse, qu'elle récuse explicitement à juste titre, la douleur est à ses yeux un don, une tentative de guérison, un mouvement de délivrance. Elle met en scène un sacrifice en offrant elle-même sa douleur pour prix d'une conscience élargie de la souffrance des autres et dans une perspective symbolique de la diminuer. Une résistance symbolique qu'on pourrait peut-être nommer mystique, mais ça ne me paraît pas d'un grand intérêt, une résistance symbolique s'exprime contre l'injustice du monde. Non pas dans une dimension christique, mais dans une intuition de son appartenance au cosmos. Il y a chez Gina Pan une volonté de ritualiser la souffrance sociale, la guerre, l'oppression des femmes, etc., en la prenant sur elle, prendre sur soi la violence du monde. À différents moments, elle insiste sur son statut de femme traversée par l'écoulement du sang menstruel, une familiarité qui échappe aux hommes, mais rend d'autant plus signifiant sa présence délibérée lors des performances. Pour l'action L'Or, en 1977, dans la galerie de Izzy Bracho, elle revient sur l'imposition publique de la blessure. Je la cite. « Pour moi, qui suis une femme, la blessure exprime aussi mon sexe, elle exprime aussi la fente saignante de mon sexe. Cette blessure a le caractère du discours féminin, l'ouverture de mon corps implique aussi bien la douleur que le plaisir. » Fin de cette déclaration de Gina Pan et lors de cette performance L'Or. Si elle demeure maîtresse de soi lors des performances, dans un hiératisme qui bouleverse d'autant plus les spectateurs, cette lenteur, cette retenue des gestes, elle confesse que dans sa vie personnelle, son sommeil, ses rêves, elle n'est pas tout à fait sans en être affectée. Chaque action est minutieusement préparée, jalonnée de schémas qui ne ménagent aucune surprise. La mémoire en est enregistrée par des photographies ou des vidéos. Cette mise en condition, évidemment, la rend vulnérable, dans sa vie personnelle en tous les cas. Elle ôte d'elle toute protection. Quand elle entre dans l'espace de la performance, elle se perd dans la chair des autres, dit-elle d'ailleurs elle-même. Elle s'immerge dans le public comme si elle en était une caisse de résonance. Elle vit, elle a cette très belle formule, elle dit « Je vis une attitude qui pourrait se comparer à l'amour ». À la manière d'un guérisseur qui donne toute son énergie au malade qui le consulte, elle se sent complètement vidée. C'est la manière dont elle décrit son état au terme de plusieurs de ses performances. Elle se sent complètement vidée, elle éprouve l'impression de voler, d'être dépourvue de corps. Ces actions sont des sortes de rites privés, des rites privés de mise à l'épreuve de soi, ouverts malgré tout aux spectateurs et visant à exorciser une part de la souffrance du monde et notamment les conséquences de la domination masculine. Elle cite l'expérience des chamans au sein de leur communauté qui soignent des maux qu'ils ont déjà vécus, eux, chamans, de l'intérieur. Je la cite, elle écrit « Les médecins guérisseurs d'une blessure étaient eux-mêmes porteurs d'une blessure, ils incarnaient, ils étaient touchés par le problème moral du malade, c'est le contraire de la médecine actuelle, donc si j'ai une problématique et que je veuille la faire partager à autrui, j'incarne ce que je dis. » Fin de la citation. Aucune brutalité dans ses performances, une lenteur, une délicatesse même qui les rend d'autant plus incisives, mais qui exige la présence d'un public qui potentialise à son insu la force transgressive et critique de l'action.
Je cite Gina Pan, « Si j'ouvre mon corps afin que vous puissiez y regarder votre sang, c'est pour l'amour de vous, l'autre, dit-elle. » La blessure se mue dès lors en échange, en don de soi. Elle déclare, Gina Pan, qu'elle revendique étymologiquement la religion, nullement dans un sens institutionnel, mais dans le fait d'être reliée, de ne pas être seule dans son action, mais accompagnée de l'émotion du public. La blessure de l'artiste est une sorte de prix payé à la communion. Elle élargit la connaissance de ceux qui la regardent en s'affranchissant des interdits majeurs, ceux de la douleur, ceux de la mort affrontés en toute conscience, qui seuls conservent justement un pouvoir de subversion, d'émotion propre à ébranler l'auditoire. Je la cite encore, elle écrit « La souffrance n'est jamais un geste gratuit ». Ah non, pardon, je cite le critique François Pluchart, qui a fait un merveilleux travail de critique autour du body art dans les années 70-80. Je cite François Pluchart, qui commente donc le travail de Gina Pan et qui écrit, je le cite, « La souffrance n'est jamais un geste gratuit chez Gina Pan. Elle combat, elle dénonce, elle entre en lutte contre les déterminismes, contre ceux qui se lavent les mains, ceux dont l'escalade dans l'horreur est un principe d'action ou de gouvernement, ceux qui digèrent tranquillement, après s'être repus, indifférents au reste du monde. » Fin de la citation de François Pluchart. Maintenant, je cite Gina Pan qui écrit La face tragique du corps est générateur d'angoisse et d'aliénation et semble parfaitement indécent dans une société qui n'arrête pas de parler du progrès de l'homme, entre guillemets. Fin de la citation. Le retour du corps comme une forme de subversion, de mise en question de toutes les valeurs unanimes de nos sociétés occidentales. Si elle se fait mal en se brûlant, en se lacérant, en se coupant, en se mettant dans des postures pénibles, si elle s'expose en danger, c'est pour dénoncer les verrous moraux qui pèsent sur son corps de femme et la violence banalisée qui règne sur nos sociétés. En juin 1974, elle écrit à cet égard Mes expériences corporelles ont pour but de démystifier l'image commune du corps, ressentie comme bastion de notre individualité, pour le projeter dans sa réalité essentielle de fonction de médiation sociale. Le corps est l'instrument premier et naturel de la sociologie. Fin de la citation de Gina Pan. On trouve d'ailleurs des propos assez proches chez d'autres artistes du body art, évidemment, le corps comme une sorte d'analyseur politique, social, etc. Gina Pan sait que l'intégrité corporelle est une valeur morale intouchable de nos sociétés, surtout s'agissant d'une femme. En altérant son enveloppe cutanée, en laissant le sang se répandre, elle ébranle en profondeur les imaginaires sociaux et atteint son objectif de provoquer la réflexion, c'est-à-dire le retour sur soi. Les traces de ces blessures s'effacent, car les incisions ou les brûlures ne sont que de surface, mais l'interrogation poursuit son chemin et elle demeure encore aujourd'hui, bien des années après sa mort. Je voudrais dire quelques mots sur Marina Abramović, une immense artiste elle aussi, qui porte de la même façon que chez Gina Pan sur les limites de tolérance du corps, la traversée de la douleur, l'épuisement, le goût du danger, etc. Marina Abramović travaille rarement sur l'écoulement délibéré du sang. Elle dit d'ailleurs dans ses mémoires publiés récemment qu'elle a une phobie du sang. Par contre, en 1973, à Édimbourg, en présence d'ailleurs du plasticien, de l'artiste Joseph Beuys, à Édimbourg, donc en 1973, elle réalise une performance qui est restée dans les esprits, qui s'appelle Rythme 10,
Une performance qui s'appuie sur un jeu de barres masculin où les hommes écartent les mains sur une table et plantent un couteau entre leurs doigts. S'ils se blessent, ils boivent un verre de plus, et risquent un verre d'alcool de plus, et risquent davantage encore de se couper. Évidemment, c'est un rite de virilisation par excellence, qui implique de ne pas avoir froid aux yeux, de ne craindre ni la douleur ni la blessure, et puis évidemment de se glorifier, de tenir l'alcool en dépit des innombrables verres qui sont avalés. Abramovitch en détourne le principe. D'abord, fondamentalement parce que c'est une femme, évidemment. Marina Abramovitch donc en détourne le principe, elle pose ses mains sur un papier blanc, elle utilise 10 couteaux, enregistre le son avec 2 magnétophones. À genoux sur le papier, elle enfonce la lame entre les doigts, et le plus rapidement possible, et empoigne un autre couteau chaque fois qu'elle s'entaille. Elle empoigne un autre couteau chaque fois qu'elle s'entaille. Elle décrit dans ses mémoires le silence de plomb qui règne dans la salle. Elle est elle-même dans une sorte de transe. Je la cite d'ailleurs à ce propos, elle écrit « Dès que vous pénétrez dans l'espace de la performance, vous accédez à un niveau du moi supérieur. Ce n'est plus vous. Ce n'est pas le moi que vous connaissez, c'est autre chose. La peur s'est évanouie, la douleur s'est évanouie. » Fin de citation. Quand elle se coupe avec le 10e couteau, elle arrête l'enregistrement et le met en écoute depuis le début, et elle s'efforce de synchroniser les sons du martèlement rythmé et ses propres gémissements, et de s'entailler en lien. Elle essaie de s'entailler en lien avec la bande-son, avec les blessures... pardon, je reprends parce que je crois que je me suis un peu embrouillé. Quand elle se coupe avec le 10e couteau, elle arrête l'enregistrement et le met en écoute depuis le début. Et elle s'efforce de synchroniser les sons du martèlement rythmé et ses gémissements, et de s'entailler en lien avec les blessures antérieures. Puis, après avoir utilisé les 10 couteaux une nouvelle fois, elle fait passer la double bande-son des 2 temps de la performance, elle se lève et elle quitte la salle. Geste hiératique, geste magnifique également. Elle écrit, je la cite, elle écrit à propos de cette performance, je la cite, « J'avais eu l'impression que mon corps était sans frontières, sans limites, que la douleur ne comptait pas, que rien ne comptait, et j'en étais grisé. J'étais ivre de l'énergie irrésistible que j'avais reçue. J'ai su à cet instant que j'avais trouvé mon moyen d'expression. » Fin de la citation. En 1975, dans une galerie de Naples, elle propose une performance intitulée Rythme Zéro. Elle se livre tout entière à l'initiative des visiteurs, essentiellement des habitués des galeries, des responsables artistiques, et elle les engage à faire d'elle ce qu'ils souhaitent pendant 6 heures. Ils ont à leur disposition 72 instruments déposés sur une table, pourvoyeurs de plaisir ou de douleur. Des aiguilles, des épines, un pistolet chargé, des ciseaux, des épingles, des marteaux, des scies, des fourchettes, roses, miel, stylo, appareil photo, polaroid, flacons de parfum, plumes, etc., etc., etc. Pendant les 3 premières heures, le public intimidé reste un peu à distance. On lui tend la rose, on pose le châle sur ses épaules, on l'embrasse, puis peu à peu, les interdits s'effacent. Souvent, observe-t-elle, ce sont les femmes qui disent aux hommes ce qu'ils doivent faire. Puis un homme découpe son t-shirt et le lui retire. Elle est manipulée alors comme une marionnette. On lui fait prendre des poses. Un homme écrit « End », E-N-D, « End » sur son front, avec un tube de rouge à lèvres. Un autre la photographie et met les polaroïds dans sa main. 2 hommes la soulèvent, l'allongent sur une table et plantent un couteau près de son entrejambe. Elle est nue, je vous le rappelle. Un autre la pique avec une épingle. Un autre encore l'entaille au cou avec un couteau et suce son sang. Un spectateur s'empare du pistolet et l'arme avant de l'approcher de sa tête.
Un conflit éclate alors entre ceux qui veulent la protéger et ceux qui entendent que la performance se poursuive. L'homme est finalement expulsé de la galerie. Au terme de ces 6 heures, écrit Marina Abramović, je cite, « J'étais dans un état épouvantable, à moitié nu, en sang, les cheveux mouillés, et il s'est passé une chose étrange. À cet instant, les spectateurs encore présents ont soudain eu peur de moi. Quand je me suis avancé vers eux, ils sont sortis de la galerie en courant. Le lendemain matin, je me suis regardé dans la glace et j'ai constaté que j'avais une grosse mèche de cheveux gris. En cet instant, j'ai pris conscience que le public peut vous tuer. » Fin de la citation de Marina Abramović. C'est évidemment le récit d'une performance légendaire, hein, d'une certaine manière, qui est en même temps une sorte de révélateur absolument terrifiant du mal, on pourrait dire, dans une vision peut-être un peu théologique, en tous les cas, un analyseur terrible de la cruauté qui peut s'emparer d'hommes qui ont le pouvoir sur une femme notamment, qui est absolument réduite à l'impuissance. Je termine bientôt mon propos. Des artistes comme Gina Pan, et de manière exemplaire, mais d'autres, comme par exemple Marina Abramović, anticipent sur la scène des recours plus intimes, privés, apparus dans le courant des années 90 chez des adolescentes, plus rarement des garçons, des adolescentes en proie à une souffrance personnelle. Si des artistes continuent à s'infliger des blessures délibérées, ils sont aujourd'hui rejoints par des millions de jeunes en plein désarroi qui trouvent dans cette démarche un apaisement. C'était, je vous l'ai dit au début de mon intervention, le point de départ de ma recherche qui a donné lieu à La peau et la trace, hein, dans une recherche que j'ai menée beaucoup avec des étudiants et avec énormément d'interviews avec des garçons ou des filles qui s'entaillent, mais à l'occasion j'avais aussi rencontré des artistes et interrogé leur rapport au sang. Que les atteintes corporelles soient nettement supérieures en nombre chez les femmes que chez les hommes confirme le fait que les premières prennent la détresse sur soi, hein, les femmes, elles prennent la détresse sur soi, là où les seconds se projettent avec force contre le monde. Ces comportements, même quand ils participent des confins, reproduisent des données éducatives, imposant à l'homme, au masculin, une démonstration de soi, accompagnant les valeurs traditionnellement associées à la virilité, l'agressivité, la violence, l'alcoolisation, la vitesse sur les routes, etc., etc. L'homme est plutôt celui qui blesse ou fait couler le sang des autres, ce qui est quand même rarissime du côté des femmes. Non pas par nature, évidemment, il n'y a aucune nature du féminin ou du masculin, mais du fait de cette dimension sociale, culturelle, qui distingue les genres dans nos sociétés contemporaines, occidentales. La femme, finalement, intériorise son désarroi, traduit plus volontiers une fragilité allant de pair avec les critères de séduction qui s'imposent à elle. Mais en retournant sa souffrance, celle qui est dans sa vie, hein, en retournant sa souffrance contre sa propre peau, elle récuse aussi le modèle de séduction qui l'étouffe et qui fait de son apparence le mode d'évaluation majeur de ce qu'elle est, là où l'homme est plutôt jugé sur ses œuvres, sur ce qu'il a fait de sa vie. Elle dit justement, la femme, qu'elle est toujours à fleur de peau, et que parfois elle en a assez, biffant alors celle-ci de gestes rageurs. Que des artistes femmes, attentes à leur corps, soulèvent beaucoup plus d'effroi et de résistance sociale que s'il s'agissait d'hommes. Elles revendiquent d'ailleurs, souvent, à l'image de Gina Pan, une analyse politique de leur corps et des verrous sociaux qui les enferment dans leurs conditions. La transgression opérée suscite d'autant plus de puissance qu'une scarification délibérée rompt intentionnellement les frontières de la peau et fait couler le sang. Porter ainsi la main sur soi outrepasse 2 interdits majeurs de nos sociétés. Le corps est une totalité intouchable qui incarne le sujet, et d'autre part, on ne répand pas le sang
sans provoquer un effroi qui met à mal des individus qui en sont témoins. Certains, d'ailleurs, vont même s'évanouir ou fuir, etc., etc. Au-delà encore, la blessure délibérée est un jeu symbolique avec la mort, en ce qu'elle mime le meurtre de soi. Le recours à la douleur, au sang, à l'hypothèse de la mutilation. Toute transgression, je l'ai dit déjà, est source de puissance sur soi ou sur les autres. Ce sont des instances de transformation intérieure. Si elles se muent en décor, en éléments de performance, en esthétisation de soi, elles ironisent alors sur les valeurs sociales en troublant le consensus tranquille qui fait de la peau une frontière infranchissable, surtout si le sang doit couler. Ces ruptures délibérées des limites de la peau sont des ouvertures du sens. Elles narguent les frontières conventionnelles qui reposent dans nos sociétés sur un corps bien délimité, sain, lisse, clos sur lui-même, intouchable, isolé des autres, isolé du cosmos. C'est un corps qui, bien entendu, est sous l'égide fondamentale de la séparation. De manière symbolique, les artistes qui se meurtrissent réintroduisent le corps grotesque analysé par Michael Bakhtin. Un corps refusant la fermeture sur soi, un corps ouvert au monde, aux autres, un corps carnavalesque, marqué dans une ambiance festive et cérémonielle. Les artistes femmes qui attaquent leur corps soulèvent de fortes interrogations sociales et politiques, chacune dans sa dimension propre. Elles retournent contre elles, en toute évidence, une violence sociale insidieuse à l'encontre du corps des femmes qu'elles rendent visible en faisant de leur corps d'artiste un élément de langage, selon la formule de Gina Pan. Par ce renversement, ces femmes montrent que le chemin vers soi n'est jamais clos. L'insurrection déborde la seule domination masculine, elle implique une dimension polysémique, plus proche cette fois de l'anthropologie, un appel à prendre son existence en main, à affronter les yeux dans les yeux les grandes instances refoulées de nos sociétés, la douleur et la mort. Je vous remercie profondément de votre patience, de votre écoute. Pardonnez-moi de m'être exprimé en français. Merci encore. Je vous souhaite un bon travail. À bientôt.